Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une tactique issue d'une partie jouée par le champion du monde, Magnus Carlsen, mais il n'était pas champion du monde à l'époque où il a joué cette partie, puisqu'il avait 15 ans. Il joue contre le grand maître Nikolic, ça se passait en 2005, le trait est au blanc, et donc nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à chercher comment le jeune Carlsen a terminé cette partie. Et ensuite, Romu va tout vous dévoiler. Alors, on va essayer de se mettre dans la tête de bébé Carlsen, qui, comme tu l'as dit, avait 15 ans dans cette partie, mais qui visiblement était déjà très éveillé tactiquement. Donc, la première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr la position du roi en F7. On voit que les noirs n'ont pas eu le temps de roquer, puisque la tour est encore sur H8 notamment. Alors pourquoi ce roi semble être un peu en danger? Déjà, on voit le rôle du fou A3 qui prive le roi de la case F8 notamment. Donc ce fou est extrêmement fort et le roi n'a pas donc d'accès à cette case. On aurait pu imaginer par exemple un coup de tour, la tour H8 aille en F8 pour aller cacher le roi en G8, mais avec le fou en A3 c'est déjà impossible, ce qui veut dire donc que le roi est un peu forcé de rester dans les parages, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ensuite, on voit que le cavalier en F3 est justement à distance raisonnable du roi F7, et il a un œil sur les cases E5 et G5, qui sont bien sûr surveillées par le pion F6, mais comme vous le savez, parfois il faut être capable de sacrifier des pièces pour attaquer. La tour en E1 est aussi extrêmement bien placée, puisqu'elle est sur une colonne ouverte, adjacente à celle du roi noir, et a dans son viseur le fou E6, qui est défendu non pas par un pion, mais par une tour et le roi F7. On note également le fou D3 qui peut être aussi assez fort, puisqu'il possède une belle diagonale et vise les cases G6 et H7, donc toujours en gardant un œil donc sur le roi noir. On peut dire un mot aussi sur la tour A4, qui en apparence est loin des événements, mais on pourrait imaginer qu'elle coulisse sur la 4e rangée pour se joindre également à l'attaque. Et bien sûr la dame D1 qui est sur sa case initiale, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pour autant être spectatrice, puisque on pourrait imaginer que le cavalier se déplace et libère donc le passage à sa dame pour aller se joindre à l'attaque sur les cases F3 ou H5 par exemple, et attaquer le roi. Au niveau des défenseurs, on peut noter que le cavalier en A5 est très loin de son propre roi, tout comme le fou B6. Donc ça fait déjà 2 pièces mineures qui ne peuvent pas défendre vraiment efficacement le roi. La tour H8, j'en ai parlé, elle n'est pas développée et empêche justement que son roi revienne se cacher de manière un peu plus efficace. La tour E8 défend le fou E6, on l'a dit tout à l'heure, donc elle a un rôle important. Et la dame C7 n'a pas forcément un rôle très défensif, en tout cas très utile pour défendre le roi. Elle est placée de manière standard, sans rôle vraiment prédominant. Elle est quand même sur la 7e rangée, on peut peut-être le dire, ça peut peut-être être utile plus tard pour défendre, mais voilà, pour le moment, pas grand-chose à signaler pour cette dame. Donc au niveau du matériel, on a un pion de moins avec les blancs. Alors c'est pas très très grave, mais quand même ça veut dire qu'il faut agir de manière assez énergique, de façon à ce que les noirs ne se consolident pas et digèrent tranquillement leur pion d'avance. Donc avec tout ce potentiel d'attaque que l'on a énoncé, toutes les pièces blanches sont potentiellement capables d'attaquer le roi. À l'inverse, les pièces noires sont pas toutes capables de défendre ce roi, donc évidemment on va chercher à mater. Alors comme d'habitude, on va chercher les échecs en premier. Et justement, on voit qu'il y a un échec qui nous tend les bras, c'est le coup cavalier G5. D'accord. Donc on sacrifie le cavalier afin de dévier le pion F et ouvrir justement un accès jusqu'au roi, c'est ça? Oui, et en même temps, on a un œil sur le fou E6.
Ce qui veut dire que les noirs n'ont pas vraiment d'alternative et sont obligés de prendre le cavalier parce que si les noirs jouaient leur roi, par exemple roi G8, bah, tout simplement on prendrait le fou et là on gagnerait une pièce. Ok. Donc F prend G5, pas le choix. Voilà, exactement. Donc F prend G5 obligé. Alors quelle est l'idée de ce sacrifice? Tu l'as dit, on a ouvert la colonne F, donc bah, bien évidemment, et on a libéré le passage de la dame. Donc bien évidemment, le coup qui suit c'est dame F3 échec. Quand on attaque, il est souvent utile et avisé de faire intervenir la pièce la plus puissante dans l'attaque, donc c'est le cas ici. Donc là, quelles sont les alternatives? Ben, il n'y en a pas vraiment. Ouais, le roi on peut interposer personne parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la tour ici sur A4 qui contrôlerait, et en F5 le fou serait pris tout simplement. Donc effectivement, les noirs là sont téléguidés, hein, ils n'ont pas vraiment à réfléchir. Donc roi G8 c'est le coup de la partie. Et finalement, c'est maintenant que va intervenir la pointe de cette combinaison. Oui, c'est là que, bah, d'ailleurs, sur le prochain coup des Blancs, Nikolic a abandonné. Alors, nous, on va détailler un peu pour expliquer les raisons de son abandon. Mais là, qu'est-ce qui peut faire penser que le coup de grâce est présent? Bah, le roi en G8, tu l'as mis en rouge et tu as mis en faible, puisqu'il est dans une situation très critique. Ce roi en G8 n'a plus de cases. Toutes les cases de fuite F7 et F8 sont contrôlées. Les pions H7, G7 et la tour H8 le bloquent complètement. On en a parlé tout à l'heure de cette tour H8 qui est vraiment très très mal placée. Et nous, au contraire, avec les blancs, on possède notre dame en F3 et le fou en A3, qui tous les deux convergent vers une seule et même case, à savoir la case F8, qui n'est défendue que par la tour E8. Et cette tour E8 a un autre rôle très important, elle défend le fou E6. Donc ça peut faire penser évidemment au thème de la surcharge, que l'on a déjà vu maintes fois dans nos précédentes vidéos. Et donc bien évidemment, là, le coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est tour prend E6, de façon à dévier la tour E8. Ok, donc sur tour prend E6, on comprend bien qu'en cas de tour prend tour, tu nous as bien décortiqué l'idée, il y a dame F8 mat. Maintenant, on pourrait se dire, à la place des noirs, à la place de Nikolic, certes, je suis en train de me faire attaquer, mais j'ai toujours un pion de plus, et je ne suis pas obligé de prendre cette tour. Donc notamment ici, le coup auquel on aurait pu penser, c'est le coup de dame F7, en se disant, je défends ma tour, je propose l'échange des dames, j'ai toujours un pion de plus, donc j'ai le droit de continuer à me battre. Alors évidemment, au niveau de ces grands champions, c'est un gain trivial entre guillemets pour les blancs, mais on va peut-être essayer d'aller au bout des choses, on va dire. Oui. Donc effectivement, Nikolic a préféré abandonner sur tour prend E6, mais effectivement, dame F7, c'était la défense la plus coriace qui ne tient pas, mais nous, à notre humble niveau, on va essayer de comprendre ce qui se serait passé. En fait, les blancs dans cette position ont deux façons de gagner. Alors, la première, c'est de gagner du matériel par une série de coups forcés. Donc, tour prend E8 échec. Alors, quelle est l'idée? C'est de forcer dame prend E8, et du coup, le pion de D5 reste sans protection, et on peut le capturer sur échec, donc dame prend D5. Dame F7, seul coup. Et là, en fait, il faut noter, on en a parlé tout à l'heure, la position malheureuse du cavalier en A5. Alors, on a dit que tout à l'heure, il était loin de la défense de son roi, mais pire que ça, il est en fait complètement enfermé, il n'a plus de case. Il est dominé par le fou C4, la tour A4 et le pion B5. Donc ici, il faut juste reprendre ses esprits, se calmer un tout petit peu, à garder son sang-froid avec les blancs. Bien sûr, on a joué pour faire mat au début, on a sacrifié des pièces, on a essayé de mater, mais ici, il n'y a pas de mat possible. Toutes les cases critiques sont sous contrôle par les noirs. Mais il suffit juste maintenant de changer notre fusil d'épaule et d'échanger les dames. Et après dame prend F7, roi prend F7, tranquillement, attaquer le cavalier A5 qui n'a plus de case, et après fou B4, on gagne une pièce et la partie avec. Ouais, ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, de toujours se dire que quand on attaque le roi, on n'a pas signé un contrat pour faire mat quoi qu'il arrive, et on peut gagner par une autre méthode, soit transformer dans une finale, soit gagner du matériel, et c'est parfois ce qu'on peut oublier. Donc cette méthode finalement, pour moi qui suis un
un vieillard échiquier, c'est probablement le choix que j'aurais fait parce que c'est sans risque, on peut pas se tromper, on va dire. Mais il existe un gain à la fois plus joli, plus spectaculaire et un peu plus cybernétique, on va dire. Ouais, c'est certainement la ligne de l'ordi. Je pense que Carlsen aussi aurait joué tour prend 8. Je pense pas qu'il aurait joué la suite que l'on va voir. C'est clairement, en fait, tour prend 8, c'est très facile, c'est linéaire et on peut pas se tromper surtout. Voilà, on peut pas se tromper, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout se passe sur échec, il n'y a qu'un coup possible à chaque fois pour l'adversaire, c'est très facile à calculer. L'autre coup qu'il fallait avoir vu, c'est fou F5. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, qui crée une menace un peu plus cachée, mais qui est toujours basée sur la faiblesse de la case F8 et que la dame vise avec le fou A3. La menace cachée, c'est si par exemple on joue un coup lambda comme KSC4, on fait tour prend E8, échec, force dame prend E8, et là le petit coup fou E6. Finalement, on retrouve notre surcharge de tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est un peu similaire à tout à l'heure là pour le coup. Et donc le roi n'a pas de case, obligé de faire dame prend E6, et après dame F8, le roi, sans surprise, se fait mater sur la case que l'on cherchait à atteindre. Ouais, donc on voit bien la menace qui signifie qu'après fou F5, les noirs doivent réagir, mais bien entendu, ils ne peuvent pas le faire par tour prend E6, puisque après fou prend, c'est un peu la même en couleur, on va dire, il y a toujours dame F8. Donc on pourrait penser notamment au coup G6, pour essayer de se donner un petit peu d'air. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Là encore, on va appliquer la même méthode, même si ça peut surprendre. On va faire tour prend E8, échec, dame prend E8, et là encore une fois fou E6, bien que les noirs cette fois aient la case G7 à leur disposition. Alors on va voir pourquoi. Alors bien sûr le fou n'était toujours pas comestible, hein, ça change pas. Hein. Ok, et donc sur roi G7. Et sur roi G7, le roi arrive sur une case noire et on a la paire de fous. On a beaucoup parlé de la case F8, mais maintenant la case F8 est parfaitement protégée. Mais le fou A3 peut changer de destination et se rendre sur la grande diagonale avec fou B2 et participer encore un peu plus activement à l'attaque. Donc là, ça force. Il y a deux coups en fait. Il y a D4 ou roi H6. Sur roi H6, c'est pas très difficile. Le roi vient dans le couloir de la mort. Dame H3, c'est terminé. Ok, et donc sur D4. Et sur D4, on n'a qu'une envie, c'est ouvrir la diagonale de ce fou. Et donc le coup, c'est tour prend D4, bien évidemment. On élimine le pion qui nous gêne, mais on veut garder notre puissant fou B2 de façon à ouvrir la diagonale et ensuite retrouver le même mat que tout à l'heure, c'est-à-dire savoir une fois que le fou va faire échec, le roi va être forcé d'aller sur H6 et on fera mat sur H3 avec la dame. Ouais, et si la tour n'est pas prise, on a à notre disposition quelques échecs à la découverte ou quelques doubles échecs. Donc on se doute que ça va être terminé. Bon, encore une fois, cette variante-là, c'est quand même pas le choix le plus pratique, on va dire. Alors c'est peut-être le plus spectaculaire, mais il faut être efficace, on va dire, et surtout, ça sert à rien de prendre des risques. Donc je pense que arriver dans cette position après dame F7, il y a quand même énormément de joueurs qui préféreraient gagner le cavalier à 5 simplement, comme tu nous l'as montré, et passer à autre chose, on va dire. Ok, merci Romu pour cette présentation très complète. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser aux échecs. Invitez-les à nous rejoindre sur cette chaîne, à s'abonner. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.